À l'automne 1965, la famille Higgins, composée de 4 personnes, disparut sans laisser la moindre trace de leur cottage situé dans le village d'Ashworth, dans le Yorkshire. Leur disparition serait restée un simple dossier non résolu dans les archives de la police locale, si ce n'est pour ce que les enquêteurs découvrirent 3 mois plus tard. Une pièce secrète sous l'église Sainte-Marie, contenant des effets personnels de la famille Higgins, ainsi que des journaux détaillés décrivant des rituels que l'Église d'Angleterre avait officiellement interdits depuis des siècles. Le plus étrange était que la dernière entrée de ces journaux était datée de 2 semaines après la disparition officiellement signalée de la famille. Depuis près de 60 ans, l'Église a refusé tout commentaire sur cette découverte, et le cottage où vivaient les Higgins demeure abandonné à ce jour. Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est que lorsque les enquêteurs eurent finalement accès à des archives ecclésiastiques scellées en 1985, ils découvrirent que la famille Higgins n'était pas la première à disparaître dans des circonstances aussi mystérieuses. Ce soir, je révélerai ce qui s'est réellement passé dans ce paisible village du Yorkshire sur la base de documents qui n'ont jamais été rendus publics jusqu'à aujourd'hui, y compris le témoignage du seul témoin survivant qui a enfin accepté de briser 40 ans de silence. Avant de poursuivre l'histoire de la famille Higgins et de son lien avec l'église Sainte-Marie, sachez que cette chaîne n'est pas faite pour tout le monde, seulement pour les âmes les plus courageuses, celles qui osent lever le voile sur les mystères les plus sombres que d'autres préfèrent taire. Si vous faites partie de ces véritables chercheurs de mystères, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous écoutez. Peu de chaînes osent raconter les histoires que nous racontons ici, des histoires que les autorités ont tenté d'enterrer à jamais. Entrons maintenant dans les ombres du Yorkshire de 1965 et découvrons quelle terreur attendait le village d'Ashworth. Ce qui se déroula dans cette petite communauté remettrait en question tout ce que ses habitants croyaient savoir de leur village tranquille et pieux, et révélerait une conspiration du silence, ayant protégé des secrets indicibles pendant près d'un demi-siècle. Ashworth était le genre de village où le temps semblait s'écouler différemment, où les anciens murs de pierre conservaient les souvenirs de 8 siècles de présence humaine. Niché au cœur des Yorkshire Dales, entouré de collines ondoyantes qui devenaient pourpres de bruyère chaque automne, il abritait à peine 300 âmes, dont la plupart pouvaient retracer leur lignée sur 5 ou 6 générations dans la même poignée de cottages. Le village s'organisait autour de l'église Sainte-Marie, une magnifique structure normande qui dominait le paysage avec sa tour de calcaire patinée, s'élevant à près de 30 mètres dans le ciel du Yorkshire. L'église avait été construite en 1187 sur le site d'une chapelle saxonne encore plus ancienne, et le folklore local affirmait que l'endroit était considéré comme sacré bien avant l'arrivée du christianisme dans les vallées. Les lourdes portes en chêne massif, renforcées de bandes de fer noircies par le temps, grinçaient de façon inquiétante sous le vent qui balayait constamment les landes. L'automne 1965 apporta au Yorkshire un froid inhabituel qui semblait s'infiltrer jusque dans les eaux du village. Les feuilles changèrent de couleur plus tôt que de mémoire d'homme, peignant les collines de rouge profond et d'or presque irréel par leur intensité. Un brouillard persistant commença à s'installer chaque soir au coucher du soleil, s'accrochant aux vieilles pierres de Sainte-Marie comme une entité vivante. Il était si dense que de nombreux habitants disaient se sentir désorientés en traversant le cimetière à la tombée de la nuit, comme si les chemins familiers s'étaient déplacés dans la brume. Les cloches de l'église, qui sonnaient avec ponctualité depuis des centaines d'années pour marquer les heures et appeler les fidèles au culte, commencèrent à sonner différemment cet automne-là. Madame Agnès Pitton, qui vivait à côté de l'église depuis 63 ans, fut la première à le remarquer. Les cloches de bronze semblaient produire un son plus grave, plus profond, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour d'elle. Parfois, tard dans la nuit, elle jurait entendre les cloches sonner alors qu'elle n'aurait pas dû, de doux glas plaintifs semblant provenir du sol plutôt que de la tour au-dessus. Thomas Arthur Higgins était un homme dont la vie fonctionnait comme une horloge. À 38 ans, il avait hérité à la fois de sa nature méthodique et de son poste au bureau de poste du village de son père, qu'il les tenait lui-même de son propre père. Chaque matin, à 7 heures précises, Thomas sortait de son cottage de Church Lane, vêtu de son costume soigneusement repassé et portant sa sacoche de cuir usé. Il accompagnait ses 2 enfants, Margaret Rose, 12 ans, et le jeune William Thomas, 8 ans, jusqu'à l'école du village,
avant de poursuivre son chemin vers son travail, où il triait le courrier et gérait les télégrammes pour toute la vallée. Thomas était un homme discret, peu enclin à partager ses pensées, mais ceux qui le connaissaient bien le décrivaient comme profondément religieux à la manière traditionnelle du Yorkshire, dévot, sans ostentation, fidèle, mais pragmatique. Il servait comme marguillier à l'église Sainte-Marie, et on le voyait chaque dimanche matin s'assurer que les livres de cantiques étaient correctement disposés et que les plateaux de quête étaient là propres. Sa foi était aussi stable et fiable que les collines du Yorkshire elles-mêmes, ce qui rendit ce qui lui arriva d'autant plus incompréhensible pour ceux qui le connaissaient. Elelanena Mary Higgins, née Whitlock, était arrivée à Ashworth 15 ans plus tôt en tant que jeune mariée. À 35 ans, elle conservait la beauté saisissante qui avait d'abord attiré l'attention de Thomas lors d'une réunion paroissiale dans un village voisin. Ses cheveux foncés, portés dans un style pratique convenant à une mère de famille, captaient encore la lumière d'une manière qui la faisait paraître plus jeune que son âge. Elle et la Nena géraient leur petit cottage avec la même précision méthodique qui caractérisait toute la famille Higgins. Mais il y avait chez elle quelque chose de plus inquiet, une curiosité pour le monde qui la mettait parfois en décalage avec les traditions conservatrices de la vie villageoise. Elle et la Nena s'était toujours intéressée à l'histoire locale et au folklore, passant des heures à la bibliothèque du village à lire sur les anciennes coutumes des Yorkshire Dales. Elle entretenait un jardin rempli d'herbes et de fleurs sauvages que nombre des villageois les plus âgés reconnaissaient comme des plantes que leur grand-mère cultivait autrefois à des fins dont on ne parlait plus en société. Interrogée sur ses intérêts botaniques inhabituels, Elelanena souriait et disait aimer faire vivre les anciennes traditions, sans jamais préciser lesquelles. Les enfants Higgins faisaient la fierté de l'école du village. Margaret Rose était une fillette sérieuse et réfléchie, brillante dans ses études et toujours prête à aider sa mère aux tâches ménagères sans se plaindre. Elle avait hérité des cheveux foncés de sa mère et du tempérament posé de son père, bien que les enseignants aient remarqué qu'elle semblait parfois plus âgée que ses 12 ans, comme si elle portait un savoir pesant sur ses jeunes épaules. Margaret aimait lire, en particulier des ouvrages d'histoire et de mythologie, et on la trouvait souvent dans le cimetière de l'église à recopier les inscriptions des plus anciennes pierres tombales dans un carnet qu'elle emportait partout. William Thomas, que tout le monde appelait Billy, était le charmeur attitré du village. À 8 ans, il possédait un rire communicatif et une curiosité pour tout ce qui l'entourait qui le rendait attachant aux yeux de chaque adulte d'Ashworth. Il était particulièrement fasciné par l'église, passant des heures à examiner les gargouilles sculptées sur les murs extérieurs et à poser d'innombrables questions sur la signification des vitraux. Billy avait l'habitude de dessiner sans cesse, remplissant carnet après carnet de croquis de l'église, de la campagne environnante, et à mesure que l'automne avançait, d'images de plus en plus troublantes que son institutrice avait du mal à interpréter. Le village d'Ashworth fonctionnait selon des rythmes établis depuis des siècles. Le jour du marché se tenait toujours le jeudi sur la petite place à côté de l'église, même si les marchands arrivaient désormais en voiture plutôt qu'en charrette. Le pub, The Shepherd's Rest, faisait office d'hôtel de ville officieux, où les nouvelles circulaient et où se forgèrent les opinions. Le bureau de poste servait également d'épicerie générale, et l'école du village accueillait les enfants de 5 à 14 ans avant de les envoyer dans la ville plus importante de Horsforth pour la fin de leur scolarité. Mais sous cette façade de tranquillité rurale, Ashworth abritait des secrets remontant à plusieurs générations. Le village avait toujours été isolé, non seulement géographiquement, mais aussi culturellement. Les vieilles familles, les Whitlock, les Carr, les Thornton et quelques autres, entretenaient des traditions et des observances que les étrangers apercevaient rarement. Ces familles se mariaient entre elles et partageaient un savoir transmis à travers des lignées soigneusement choisies. Madame Margaret Thornton, la bibliothécaire du village et gardienne officieuse du savoir local, descendait de l'une des familles fondatrices d'Ashworth. Son cottage renfermait des livres et des manuscrits collectés au fil des siècles, y compris des textes que l'Église avait tenté de supprimer lors de diverses réformes religieuses. Madame Thornton était une petite femme frêle d'une soixantaine avancée, qui parlait à voix basse, et semblait connaître les affaires de chacun avant même qu'ils n'en eurent conscience. Elle ne s'était jamais mariée, consacrant sa vie à ce qu'elle appelait la préservation de notre héritage. Le docteur Edmund Carr, médecin du village, était un autre membre des anciennes familles. À 55 ans,
Il était revenu à Ashworth, après avoir étudié la médecine à Édimbourg, apportant avec lui des connaissances médicales modernes qu'il parvenait d'une manière ou d'une autre à mêler à des traditions de guérison plus anciennes que lui avait enseignées sa grand-mère. Le docteur Carr tenait des dossiers détaillés non seulement sur la santé physique de ses patients, mais aussi sur ce qu'il appelait leur bien-être spirituel, bien qu'il restât toujours vague quant à la signification exacte de cette notion. Le gendarme local, le sergent Robert Henley, était l'une des rares figures d'autorité d'Ashworth à ne pas être liée aux vieilles familles. Affecté au village 5 ans plus tôt, il avait progressivement pris conscience que certains aspects de la vie locale demeuraient soigneusement dissimulés à son regard. Henley était un homme minutieux et méthodique, fier de connaître parfaitement son territoire. Son incapacité à pénétrer certains aspects de la structure sociale d'Ashworth était devenue une source de frustration croissante. Le révérend Harold Whitmore avait servi l'église Sainte-Marie pendant 23 ans, étant arrivé à Ashworth comme jeune vicaire, fraîchement sorti du séminaire. Au fil des décennies, il s'était transformé d'un ardent défenseur de la réforme ecclésiastique en quelque chose de bien plus complexe et troublant. Son cabinet, situé dans le presbytère à côté de l'église, était rempli de manuscrits anciens, d'artefacts archéologiques et de livres sur des sujets semblant avoir peu de lien avec la théologie anglicane conventionnelle. Le révérend Whitmore était un homme grand et mince, aux cheveux prématurément gris et au regard donnant l'impression de traverser les gens plutôt que de se poser sur eux. Ses sermons étaient devenus de plus en plus ésotériques au fil des ans, remplis de références à des vérités anciennes et à des mystères profonds qui laissaient de nombreux paroissiens perplexes et mal à l'aise. Pourtant, il demeurait populaire auprès de certains membres de la congrégation, en particulier ceux issus des vieilles familles, qui semblaient en comprendre des allusions échappant à tous les autres. Dans les semaines précédant leur disparition, plusieurs habitants d'Ashworth remarquèrent des changements dans le comportement de la famille Higgins. Les transformations furent d'abord subtiles. Ella Nena passait davantage de temps dans le cimetière de l'église. Thomas semblait distrait et inquiet, et les enfants devenaient plus renfermés. Mais à mesure que le mois d'octobre avançait, ces changements devinrent impossibles à ignorer. Madame Agnès Peyton, dont le cottage partageait un mur de jardin avec la propriété des Higgins, fut la première à remarquer les activités nocturnes d'Ella Nena. Dès le début du mois d'octobre, celle-ci avait pris l'habitude de passer de longues heures dans le cimetière de Sainte-Marie après la tombée de la nuit, portant souvent ce qui semblait être des paquets d'herbes, de fleurs et d'autres objets que Madame Peyton ne parvenait pas à identifier à la lueur de la lune. Lorsqu'elle trouva le courage de questionner Ella Nena sur ses sorties nocturnes, la jeune femme se contenta de sourire et répondit « Je m'occupe des anciennes traditions, Madame Peyton. Il faut bien que quelqu'un veille au respect des rites appropriés. » L'expression « rites appropriés » ne signifiait rien pour Madame Peyton, mais elle lui laissa un sentiment de malaise persistant. Le ton d'Ella Nena était resté aimable, mais quelque chose dans son regard suggérait des profondeurs de savoir qui mirent la vieille femme mal à l'aise. Madame Peyton commença à tirer ses rideaux après la tombée de la nuit et trouva des prétextes pour éviter toute conversation avec sa voisine. Monsieur Arthur Finch, propriétaire de l'épicerie générale du village, remarqua lui aussi des changements significatifs dans les habitudes d'achat d'Ella Nena au cours du mois d'octobre. Elle avait toujours été une cliente prudente, n'achetant que le strict nécessaire pour sa famille et tenant des comptes domestiques rigoureux. Soudain, cependant, elle se mit à acheter de grandes quantités d'objets inhabituels. Des kilos de gros sel, des dizaines de bougies blanches, et ce qu'elle décrivait comme des herbes spécifiques auprès de la vieille Madame Weatherby, l'herboriste officieuse du village, qui cultivait des plantes médicinales et culinaires dans son vaste jardin. Lorsque M. Finch fit remarquer l'étrangeté de ses achats, Ella Nena expliqua qu'elle se préparait pour la saison des récoltes. Cette explication avait peu de sens, étant donné que la famille Higgins n'avait jamais entretenu plus qu'un petit potager, et les articles achetés semblaient bien davantage destinés à un usage cérémoniel qu'à une quelconque nécessité domestique. Mais M. Finch était trop poli pour insister. L'institutrice du village, Mademoiselle Sarah Collins, devint de plus en plus préoccupée par le comportement des enfants Higgins durant le mois d'octobre. Margaret, autrefois une élève exemplaire, devint distraite et renfermée. On la surprenait souvent à fixer la fenêtre de la salle de classe en direction de l'église Sainte-Marie, et lorsqu'on l'interrogeait, elle répondait comme si elle sortait d'un rêve. Ses rédactions, jadis modèles de clarté et de grammaire irréprochable,
se remplirent de références à une sagesse ancienne et à des vérités oubliées bien trop sophistiquées pour une enfant de 12 ans. Le comportement du jeune Billy était encore plus alarmant. Le garçon d'ordinaire joyeux et bavard était devenu obsédé par le dessin, passant chaque moment libre à reproduire encore et encore la même image troublante. Le dessin montrait des silhouettes encapuchonnées, entourant ce qui semblait être un autel, couvert de symboles que Mademoiselle Collins ne reconnaissait pas, mais qui la mettaient profondément mal à l'aise. Lorsqu'elle demanda à Billy d'expliquer son dessin, il se contenta de dire qu'il dessinait ce que maman et Monsieur Whitmore lui avaient appris sur l'ancienne église. Mademoiselle Collins tenta de faire part de ses inquiétudes à Thomas lors d'une réunion parents-enseignants à la mi-octobre, mais le trouva évasif et visiblement bouleversé. Thomas admit qu'Elela Nena s'était impliqué dans ce qu'il appelait des recherches historiques avec le révérend Whitmore et plusieurs autres habitants du village, mais il insista sur le fait qu'il ne s'agissait que d'études académiques. Toutefois, son attitude laissait clairement entendre qu'il était loin d'être à l'aise avec ce qui se passait dans son foyer. L'organisation qui serait plus tard révélée comme le cœur des sombres secrets d'Ashworth avait commencé de manière apparemment innocente en 1962. Le révérend Whitmore avait proposé la création d'un groupe destiné à étudier les traditions historiques des Yorkshire Dales, avec un accent particulier sur les coutumes pré-chrétiennes qui avaient façonné la culture locale pendant des siècles avant l'arrivée du christianisme. Le groupe comptait initialement 5 membres, le révérend Whitmore lui-même, Madame Margaret Thornton, le docteur Edmund Carr, Madame Dorothy Witherby l'herboriste, et Monsieur James Crawford, un instituteur retraité ayant quitté Londres pour s'installer à Ashworth. Le groupe se réunissait chaque mois dans la sacristie de l'église, officiellement pour discuter de documents historiques et de preuves archéologiques liées aux anciennes traditions du Yorkshire. Il se faisait appeler la Société de préservation historique d'Ashworth et affirmait travailler à une étude complète du folklore local destinée à être publiée sous forme de livres pour le bénéfice des générations futures. Elela Nena Higgins rejoignit le groupe au printemps 1964, attiré par son intérêt de longue date pour l'histoire locale et encouragé par le révérend Whitmore, qui avait remarqué l'étendue de ses lectures sur le folklore et les coutumes traditionnelles. Elela Nena se révéla être un membre enthousiaste et dévoué, apportant des recherches sur la médecine par les plantes et les célébrations saisonnières qui impressionnèrent les autres participants par leur profondeur et leur authenticité. Ce que le public ignorait, c'est que les activités de la Société de préservation historique avaient progressivement évolué bien au-delà de la recherche académique. Dès 1963, le groupe avait commencé ce qu'il appelait des démonstrations pratiques de rituels anciens, justifiant d'abord ces pratiques comme nécessaires à la compréhension des contextes historiques qu'ils étudiaient. Ces démonstrations commencèrent de manière relativement simple. Célébrations saisonnières basées sur les cycles agricoles, techniques de préparation d'herbes utilisées depuis des siècles, et pratiques de méditation qu'ils disaient issues de traditions spirituelles celtiques. Cependant, sous la direction du révérend Whitmore, ces pratiques devinrent de plus en plus complexes et inquiétantes. Le vicaire avait convaincu le groupe que la véritable compréhension des traditions anciennes nécessitait non seulement une étude intellectuelle, mais aussi une participation expérientielle. Il soutenait que l'Église primitive avait supprimé un savoir spirituel précieux et que la redécouverte de ces traditions n'était pas seulement importante sur le plan académique, mais spirituellement nécessaire. Au moment où Elela Nena rejoignit le groupe, celui-ci se réunissait 2 fois par mois, avec des observances supplémentaires programmées autour de ce qu'ils appelaient des dates significatives du calendrier ancien. Ces cérémonies avaient lieu dans une pièce située sous l'église Sainte-Marie, que le révérend Whitmore affirmait avoir découverte lors de travaux de rénovation. Selon lui, cette pièce avait été utilisée à des fins religieuses bien avant la construction de l'église actuelle et représentait un lien direct avec les pratiques spirituelles de leurs ancêtres. L'enthousiasme d'Elela Nena pour les travaux du groupe impressionna tous les membres, mais ce fut sa suggestion d'impliquer les familles entières dans certains rituels qui marqua un tournant décisif dans l'évolution de l'organisation. Elle soutenait que de nombreuses traditions anciennes étaient spécifiquement conçues autour de l'unité familiale et qu'une participation incomplète pouvait être dangereuse, laissant les rituels inachevés d'une manière susceptible d'avoir des conséquences négatives. Thomas Higgins avait d'abord été sceptique quant à l'implication de son épouse dans la Société de préservation historique, mais le bonheur évident d'Elela Nena et la stimulation intellectuelle qu'elle en retirait finirent par le convaincre.
Elle revenait des réunions pleines d'enthousiasme pour de nouvelles découvertes et révélations, partageant des récits sur l'histoire cachée du Yorkshire qui fascinait même l'esprit pragmatique de Thomas. Lorsqu'Elela Nena suggéra qu'il pourrait apprécier d'assister à certaines présentations du groupe, Thomas accepta de se rendre à l'une de leurs réunions régulières. La réunion à laquelle Thomas assista en juin 1964 semblait suffisamment inoffensive. Le révérend Whitmore avait préparé une conférence sur les pratiques agricoles médiévales, accompagnée de documents historiques et d'artefacts qu'il avait empruntés à diverses collections locales. Les autres membres se montrèrent clairement compétents et passionnés par leurs recherches, et Thomas se surprit à éprouver un réel intérêt pour les techniques agricoles que ses propres ancêtres avaient pu utiliser des siècles auparavant. Cependant, au fil des mois, à mesure qu'Elela Nena s'impliquait de plus en plus dans les activités du groupe, Thomas commença à remarquer des changements inquiétants dans le comportement et les convictions de son épouse. Elle se mit à critiquer ouvertement les pratiques religieuses modernes, suggérant que le christianisme contemporain avait perdu un savoir spirituel essentiel que les traditions anciennes avaient su préserver. Elle adopta des horaires étranges, veillant tard dans la nuit pour lire des textes obscurs que le révérend Whitmore lui avait prêtés, puis se levant avant l'aube pour s'occuper de plantes et de préparations qui ne semblaient avoir aucune utilité pratique. Ce qui troublait le plus Thomas était l'insistance croissante d'Elela Nena à vouloir éduquer les enfants aux anciennes voies. Elle commença à enseigner à Margaret et à Billy la médecine par les plantes, les célébrations saisonnières et ce qu'elle appelait le respect approprié des forces qui façonnent notre monde. Les enfants semblaient d'abord apprécier ces leçons, mais Thomas remarqua bientôt qu'ils devenaient secrets à propos de ce qu'ils apprenaient, échangeant des plaisanteries et des références privées qu'ils ne comprenaient pas. En septembre 1965, Thomas décida de s'adresser directement au révérend Whitmore pour lui faire part de ses inquiétudes. Il organisa une rencontre privée dans le cabinet du vicaire, avec l'intention de discuter de l'obsession croissante d'Elela Nena pour le groupe historique et de l'impact de cette implication sur leur vie familiale. Ce qu'il découvrit au cours de cette conversation le hanterait durant les quelques semaines qu'il lui restait à vivre. Le révérend Whitmore reçut Thomas dans son cabinet, une pièce qui lui avait toujours semblé encombrée de livres et de papiers, mais qui paraissait désormais presque écrasante par la densité d'artefacts étranges et de textes inconnus. Le vicaire écouta patiemment Thomas exposer ses inquiétudes, hochant la tête avec empathie et posant des questions réfléchies sur des exemples précis des changements de comportement d'Elela Nena. Mais lorsque Thomas eut terminé, la réponse du révérend Whitmore ne fut pas celle à laquelle il s'attendait. Au lieu de le rassurer ou de proposer des moyens de modérer l'implication d'Elela Nena dans le groupe, le vicaire se lança dans une explication détaillée des raisons pour lesquelles la participation de la famille aux travaux de la société historique n'était pas seulement bénéfique, mais essentielle. Il parla d'obligations spirituelles dépassant les préférences individuelles, de responsabilités anciennes que certaines familles avaient été choisies pour assumer, et des conséquences dangereuses de l'abandon de traditions qui avaient protégé la communauté pendant des générations. Thomas quitta cette rencontre plus confus et plus inquiet que jamais. Les paroles du révérend Whitmore portaient une menace sous-jacente que Thomas ne parvenait pas à définir clairement, mais qu'il ressentait profondément. Le vicaire avait laissé entendre que la participation continue de la famille Higgins aux activités du groupe n'était pas simplement souhaitée, mais exigée, sans jamais préciser ce qui pourrait arriver s'il choisissait de se retirer. Le mois d'octobre 1965 vit une accélération des événements étranges à Ashworth, semblant tous graviter autour de la famille Higgins. Les activités d'Elela Nena devinrent plus intenses et plus secrètes, avec de multiples visites à l'église chaque semaine et une préparation constante de matériaux dont elle refusait d'expliquer l'usage à son mari de plus en plus inquiet. Le comportement des enfants devint plus erratique encore. Margaret et Billy faisaient de preuves de connaissance et employaient un vocabulaire bien au-delà de leur âge. Le docteur Edmund Carr témoignerait plus tard que Thomas s'était rendu à son cabinet à 3 reprises durant le mois d'octobre, présentant des symptômes d'anxiété sévère et ce que le médecin décrivit comme un épuisement nerveux aigu. Thomas se plaignait d'insomnie, d'une perte d'appétit et d'un sentiment de catastrophe imminente dont il ne parvenait pas à se défaire. Lorsque le docteur Carr tenta d'obtenir davantage de détails sur l'origine de sa détresse, Thomas se contenta de dire qu'Elela Nena était impliquée dans des activités qu'il jugeait dangereuses pour toute la famille. Lors de sa dernière visite chez le docteur Carr, le 25 octobre,
Thomas semblait au bord de l'effondrement total. Il parlait rapidement et de manière incohérente d'obligations anciennes et de cérémonies qui ne pouvaient plus être arrêtées une fois commencées. Il demanda au médecin quels étaient les symptômes de ce qu'il appelait une manie religieuse, et s'il existait des traitements médicaux pour des personnes convaincues de recevoir des communications surnaturelles. Plus troublante encore, Thomas demanda au docteur Carr s'il croyait possible que le mal ancien puisse persister dans des lieux où des choses terribles s'étaient reproduites dans le passé. Lorsque le médecin lui demanda ce qui avait motivé cette question, Thomas répondit qu'Elella Nena passait du temps dans des parties de l'église qu'il était certain n'avaient jamais été ouvertes au public auparavant et qu'elle prétendait recevoir des instructions de sources existant au-delà du monde ordinaire. Le docteur Carr recommanda à Thomas de parler de ses inquiétudes spirituelles avec le révérend Whitmore, un conseil qu'il regretterait toute sa vie. Ce que le docteur Carr ignorait, c'est que le vicaire n'était pas une source d'aide pour la famille Higgins, mais l'architecte principal de leur perte. La dernière semaine d'octobre apporta des changements spectaculaires au foyer Higgins, remarqués par tous ceux qui connaissèrent la famille. Elella Nena cessa de participer à ses obligations sociales habituelles et n'était presque plus vue à l'extérieur de son cottage, sauf pour se rendre à l'église. Les enfants cessèrent de jouer avec leurs amis et parurent de plus en plus pâles et renfermés. Thomas manqua plusieurs jours de travail, chose qui n'était jamais arrivée en 15 ans de service au bureau de poste. Madame Pitton se rappellerait plus tard avoir entendu des sons provenant du cottage des Higgins qu'elle ne parvenait pas à identifier, des chants rythmés, la combustion de substances produisant une fumée âcre et inhabituelle, et des conversations menées à voix si basse qu'elle ne pouvait distinguer les mots, mais dont elle percevait l'intensité émotionnelle, de plus en plus dérangeante. À plusieurs reprises, elle observa des visiteurs inhabituels arrivant au cottage des Higgins après la tombée de la nuit. Des silhouettes vêtues de sombre, se déplaçant dans un silence déterminé et ne restant jamais plus d'une heure. Le dimanche 31 octobre 1965 se leva sous un ciel gris et glacial, avec le brouillard persistant qui avait tourmenté Ashworth tout l'automne si bas qu'il dissimulait complètement le sommet de la tour de l'église Sainte-Marie. L'office du matin se déroula normalement, la famille Higgins occupant son banc habituel au 3e rang. Cependant, plusieurs paroissiens se souvinrent plus tard que le comportement de la famille durant le service avait été particulièrement inhabituel. Elella Nena resta assise avec une expression de concentration intense pendant tout le sermon du révérend Whitmore, qui portait sur le thème des anciens pactes et de leur persistance à travers le temps. Elle semblait prendre des notes dans un petit journal de cuir, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant lors des offices. Thomas était assis à ses côtés, raide, le visage pâle et les mains crispées sur ses genoux. Les enfants étaient inhabituellement silencieux, immobiles d'une manière presque contre nature pour des enfants de leur âge. Le sermon du révérend Whitmore lui-même était différent de ses prêches habituels. Il parla d'obligations dépassant le libre arbitre individuel et de la sagesse de traditions antérieures à notre compréhension actuelle. Il fit plusieurs références à l'observance de ce soir et à l'importance d'achever ce qui avait été commencé, des expressions qui ne signifiaient rien pour la majorité de l'Assemblée, mais qui avaient manifestement une portée particulière pour certains fidèles. Après l'office, la famille Higgins fut vue rentrant chez elle ensemble, mais sa démarche semblait différente de sa routine dominicale habituelle. Au lieu de leur allure calme et détendue, ils marchèrent d'un pas rapide et déterminé, comme s'ils avaient une affaire urgente à régler. Madame Pitton, qui jardinait lorsqu'ils passèrent devant chez elle, se rappela plus tard qu'aucun d'eux ne répondit à son salut, ce qui était totalement contraire au comportement habituellement courtois de la famille. La dernière observation confirmée de la famille Higgins au complet eut lieu vers 14h30, lorsque M. Finch les vit entrer dans leur cottage et refermer fermement la porte derrière eux. Ce qui se produisit ensuite ne put être reconstitué que des mois plus tard, à partir des preuves découvertes dans les chambres secrètes sous l'église Sainte-Marie. Madame Pitton remarqua que les lumières du cottage des Higgins s'éteignirent plus tôt que d'habitude ce soir-là. À 20h, la maison était plongée dans l'obscurité totale, ce qui n'était jamais arrivé auparavant un dimanche soir, lorsque la famille passait traditionnellement la soirée à lire et à se préparer pour la semaine à venir. Lorsqu'elle regarda à travers ses rideaux vers 22h, elle ne vit aucun signe de vie dans le cottage. Mais c'est après minuit, dans la nuit du 31 octobre, que Madame Pitton fut témoin de l'événement qui la hanterait pour le reste de sa vie.
Elle fut réveillée par des sons qu'elle prit d'abord pour un rêve, des chants lointains qui montaient et descendaient selon un rythme à la fois hypnotique et profondément troublant. Lorsqu'elle comprit que ces sons étaient réels, elle se leva et s'approcha de la fenêtre de sa chambre pour en identifier la source. Ce qu'elle vit dans le cimetière de l'église Sainte-Marie défiait toute explication rationnelle. Des silhouettes portant des bougies ou des torches se déplaçaient dans ce qui ressemblait à une procession autour du bâtiment de l'église. Elles étaient vêtues de longues robes sombres qui dissimulaient leur identité, mais leurs mouvements étaient précis et coordonnés, suggérant une cérémonie soigneusement planifiée et répétée. Les chants se poursuivirent pendant ce qui sembla être des heures, montant et descendant en intensité, sans jamais s'interrompre complètement. Madame Peyton était certaine d'entendre des voix d'enfants mêlées à celles des adultes, des notes aiguës et claires, se détachant des tons plus graves des participants adultes. Ce son la rendit physiquement malade, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Plus troublante encore, la procession finit par disparaître. Madame Peyton observa les silhouettes se diriger vers le bâtiment de l'église et disparaître tout simplement, comme si les antiques murs de pierre s'étaient ouverts pour les accueillir. Les lumières continuèrent de vaciller dans le cimetière pendant plusieurs heures encore, mais elle ne vit jamais les participants ressortir. Le lundi matin, 1er novembre 1965, marqua le début de ce qui deviendrait l'une des enquêtes de disparition les plus déroutantes de l'histoire du Yorkshire. Lorsque Thomas ne se présenta pas au bureau de poste à son heure habituelle de 8h15, son supérieur, M. Gregory Walsh, supposa d'abord que la famille faisait face à une maladie ou à une urgence temporaire. Cependant, lorsque plusieurs appels téléphoniques au cottage des Higgins restèrent sans réponse, M. Walsh décida d'aller vérifier en personne. Il se rendit à Church Lane et frappa à la porte du cottage, sans obtenir de réponse. En regardant par les fenêtres, il constata que l'intérieur semblait propre et ordonné, sans aucun signe de présence actuelle. Le cottage paraissait vide d'une manière qui suggérait une absence définitive plutôt que provisoire. M. Walsh contacta alors le sergent Robert Henley, qui arriva sur place dans les 30 minutes pour entamer une enquête préliminaire. Ce que Henley découvrit allait le laisser perplexe pendant des mois et conduire à des révélations qui ébranleraient la communauté d'Ashworth jusque dans ses fondations. La porte du cottage était déverrouillée, chose inhabituelle mais pas sans précédent, dans un village où la confiance entre voisins était totale. L'intérieur était impeccablement propre et rangé, sans aucun signe de lutte, de départ précipité ou d'acte criminel. Les effets personnels de la famille se trouvaient à leur place habituelle. Le sac à main d'Elela Nena, accroché à son crochet, le portefeuille de Thomas dans le tiroir de la commode où il le rangeait toujours, les vêtements scolaires des enfants soigneusement préparés pour le lundi matin. Dans la cuisine, Henley trouva des preuves que la famille avait préparé et consommé le repas du dimanche. La vaisselle avait été lavée et rangée et rien n'indiquait qu'un repas avait été interrompu ou abandonné. Il remarqua toutefois que certains objets semblaient manquer à leurs emplacements habituels. Les bougies, que Madame Peyton avait mentionnées avoir vues dans le cottage, plusieurs ouvrages de la collection de folklore d'Elela Nena, ainsi que certaines préparations à base de plantes sur lesquelles elle travaillait depuis des semaines. La découverte la plus troublante se fit dans le petit bureau de Thomas. Sur son bureau reposait une Bible ouverte au livre de l'Apocalypse, chapitre 20, qui traite de l'enchaînement de Satan et du jugement des morts. Dans la marge, d'une écriture semblant être celle d'Elela Nena, figurait une seule phrase. « L'ancienne alliance doit être honorée à tout prix ». En dessous, de l'écriture plus anguleuse de Thomas, se lisaient ces mots « Que Dieu nous vienne en aide. J'ai peur que nous soyons allés trop loin pour pouvoir revenir en arrière. » Le sergent Henley passa toute la journée à interroger chaque habitant d'Ashworth, susceptible de détenir des informations sur la disparition de la famille. Le tableau qui se dessina à partir de ces entretiens était troublant et contradictoire. Tous s'accordaient à dire que la famille Higgins avait eu un comportement étrange ces dernières semaines, mais personne ne pouvait expliquer où elle aurait pu aller, ni pourquoi elle serait partie sans prévenir qui que ce soit. L'enquête de Henley révéla rapidement que plusieurs membres clés de la communauté se montraient peu sincères quant à leur connaissance des activités de la famille. Le révérend Whitmore, interrogé au sujet de la Société de préservation historique, reconnut qu'Elela Nena en avait été un membre actif, mais affirma que les activités du groupe étaient purement académiques et ne pouvaient en aucun cas être liées à la disparition. Cependant, lorsque Henley insista pour obtenir des détails sur les réunions et activités récentes du groupe,
Le vicaire devint évasif et sur la défensive. Whitmore déclara que les archives de la société étaient confidentielles et que révéler le contenu de leurs discussions trahirait la confiance des autres membres. Il suggéra que la famille avait probablement décidé de partir en vacances de manière impromptue et qu'elle reviendrait sans doute sous quelques jours. Le docteur Carr se montra encore moins coopératif, invoquant le secret médical pour refuser de discuter de ses récentes conversations avec Thomas. Lorsque Henley lui rappela que les enquêtes pour disparition primaient sur les règles habituelles de confidentialité, le docteur Carr admit à contre-cœur que Thomas souffrait d'anxiété liée à des pressions familiales, mais refusa d'en préciser la nature exacte. Madame Thornton, la bibliothécaire, se révéla la plus loquace des membres de la Société de préservation historique, bien que ces informations se montrent plus inquiétantes qu'utiles. Elle reconnut que le groupe étudiait des pratiques religieuses anciennes et que certains membres étaient peut-être devenus excessivement enthousiastes dans l'application de leurs découvertes. Pressée de fournir davantage de détails, elle mentionna que les réunions récentes s'étaient concentrées sur ce qu'elle appelait des observances saisonnières, traditionnelles dans la région plusieurs siècles auparavant. La percée décisive dans l'enquête de Henley vint d'une source inattendue. 3 jours après la disparition, mademoiselle Sarah Collins, l'institutrice, se présenta avec une collection de dessins réalisés par Billy Higgins durant le mois d'octobre. Les dessins représentaient des silhouettes encapuchonnées, rassemblées autour de ce qui semblait être un hôtel souterrain, avec des symboles et des arrangements bien trop élaborés pour avoir été inventés par un enfant de 8 ans. Mademoiselle Collins remit également à Henley des rédactions écrites par Margaret dans les semaines précédant la disparition. Les textes abordèrent des thèmes tels que la sagesse des traditions anciennes et les raisons pour lesquelles les hommes modernes avaient oublié des vérités essentielles. L'écriture était techniquement excellente, mais les idées et références semblaient provenir de sources adultes plutôt que de l'imagination d'une fillette de 12 ans. Armée de preuves montrant que la Société de préservation historique était impliquée dans des activités bien plus graves qu'une simple recherche académique, le sergent Henley décida de fouiller l'église Sainte-Marie de manière bien plus approfondie que lors de son inspection initiale. Ce qu'il découvrit transforma l'affaire de disparition en quelque chose de bien plus sinistre. Son attention fut d'abord attirée par des incohérences architecturales qu'il avait remarquées lors de sa première visite sans leur accorder d'importance. Certains murs semblaient anormalement épais, et certaines zones de l'agencement ne correspondaient à aucune pièce visible. En comparant les dimensions intérieures et extérieures du bâtiment, il constata des espaces vides, suggérant l'existence de lieux dissimulés. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'il découvrit des pierres descellées dans le mur derrière l'autel. Ces pierres avaient été ajustées avec soin pour se fondre parfaitement dans la maçonnerie environnante, mais un examen attentif révéla qu'elles pouvaient être retirées pour dévoiler un passage plongeant dans l'obscurité. Le passage était étroit et abrupt, taillé directement dans la roche vive sous les fondations de l'église. La chambre secrète que Henley découvrit au bas du passage ne ressemblait à rien de ce qu'il avait rencontré en 15 ans de carrière policière. L'espace, approximativement circulaire et d'un diamètre d'environ 9 mètres, avait des murs couverts de symboles mêlant iconographie chrétienne et marques païennes bien plus anciennes. Le sol était constitué de la même pierre antique que l'église au-dessus, mais disposée selon un motif complexe, attirant irrésistiblement le regard vers un autel central. L'autel lui-même était un énorme bloc de pierre noire, datant manifestement de plusieurs siècles avant la construction de l'église normande. Sa surface était maculée de substances que Henley préféra ne pas identifier, et il était entouré de bougies, d'herbes séchées et d'autres éléments indiquant une utilisation récente. L'air de la chambre était lourd de l'odeur persistante de l'encens et d'une autre senteur métallique qui soulevait le cœur de Henley. Mais ce furent les effets personnels éparpillés dans la chambre qui confirmèrent ses pires craintes quant au sort de la famille Higgins. L'alliance d'Elellanena reposait sur l'autel, aux côtés de la montre à gousset de Thomas, du ruban scolaire de Margaret et du soldat de plomb préféré de Billy. Les objets étaient disposés avec soin, comme des offrandes, plutôt que de simples possessions abandonnées. Plus troublants encore que ces objets personnels étaient les documents que Henley découvrit dans toute la chambre. Des journaux manuscrits, dont certains dataient de plusieurs décennies, décrivaient des rituels et des cérémonies pratiquées dans cet espace souterrain par des générations successives d'habitants d'Ashworth. Les entrées les plus récentes étaient rédigées de l'écriture reconnaissable d'Elellanena
et révélait la véritable nature des activités de la Société de préservation historique. Les journaux d'Elellanena, couvrant la période de son implication initiale en 1964 jusqu'à la dernière entrée datée du 30 octobre 1965, offraient un récit détaillé de la manière dont une recherche académique s'était progressivement transformée en quelque chose de bien plus dangereux et obsessionnel. Les premières pages témoignaient d'une curiosité intellectuelle sincère pour les traditions locales et le folklore. Mais au fil des mois, le ton devenait de plus en plus révérencieux envers ce qu'elle appelait l'ancienne sagesse et la vraie foi. Au printemps 1965, les écrits d'Elellanena révélaient que la Société de préservation historique avait largement dépassé le stade de la recherche théorique pour s'engager dans ce qu'elle nommait la restauration pratique d'anciennes pratiques religieuses. Le groupe s'était convaincu que le christianisme moderne avait corrompu des vérités spirituelles essentielles et que la résurgence de traditions plus anciennes n'était pas seulement intéressante sur le plan académique, mais spirituellement nécessaire au bien-être de la communauté. Elellanena décrivait en détail les rituels que le groupe avait commencé à pratiquer dans la chambre secrète, débutant par de simples célébrations saisonnières avant de progresser vers des cérémonies de plus en plus complexes, qu'elle affirmait avoir été pratiquées dans les Yorkshire Dales des milliers d'années avant l'arrivée du christianisme. Elle décrivait ces rituels avec un soin presque affectueux, en soulignant leur beauté et leur puissance spirituelle, tout en minimisant les aspects qui auraient pu inquiéter un observateur plus objectif. Les passages les plus troublants concernaient ce qu'Elellanena appelait la cérémonie des récoltes, un rituel qu'elle considérait comme indispensable au maintien de la protection spirituelle de la communauté. Selon ses recherches, cette cérémonie nécessitait la participation d'une cellule familiale complète et ne pouvait être accomplie qu'à des dates précises, lorsque les barrières entre les mondes étaient les plus ténues. Les dernières entrées du journal révélaient qu'Elellanena s'était convaincue que sa propre famille avait été choisie pour jouer un rôle particulier dans la préservation des traditions anciennes. Elle écrivait à propos de signes et de présages apparus au cours des semaines précédentes, indiquant, selon elle, que le moment était venu pour la famille Higgins d'accomplir ses obligations spirituelles. Le ton de ses écrits était extatique, chargé d'une ferveur religieuse frôlant la manie. Cependant, ce fut la découverte d'un second journal, dissimulé sous des pierres descellées dans le sol de la chambre souterraine, qui apporta les révélations les plus choquantes sur ce qui était réellement arrivé à la famille Higgins et à bien d'autres avant elle. Ce journal caché, relié de cuir craquelé, semblait bien plus ancien que les écrits d'Elellanena. L'écriture appartenait à plusieurs auteurs différents, s'étalant sur plusieurs décennies, avec des entrées remontant aux années 1920. Ce que le sergent Henley découvrit dans ces pages révéla que la Société de préservation historique d'Ashworth n'était pas une dérive récente, mais l'élément central d'une conspiration opérant depuis près de 50 ans. Les premières entrées avaient été rédigées par le prédécesseur du révérend Whitmore, le père Michael Blackwood, qui avait servi l'église Sainte-Marie de 1919 jusqu'à sa mort mystérieuse en 1942. Les premières notes du père Blackwood décrivaient la découverte de la chambre souterraine lors de travaux de rénovation et la fascination qu'exercèrent sur lui les symboles anciens et les artefacts qu'il y avait trouvés. Comme Whitmore après lui, Blackwood était un homme instruit, passionné d'archéologie et d'histoire locale. Toutefois, son journal révélait une lente descente vers l'obsession, puis vers quelque chose de bien plus sombre qu'une simple recherche académique. Au milieu des années 1920, il écrivait à propos de communications qu'il pensait recevoir lors de séances de méditation dans la chambre souterraine. Ces messages lui auraient transmis des instructions pour des rituels destinés à assurer la prospérité de la communauté et sa protection contre des menaces extérieures. Le journal contenait des descriptions détaillées de cérémonies que Blackwood prétendait issues de traditions anciennes authentiques, mais qui étaient en réalité des inventions personnelles, influencées par ses lectures occultes et par une instabilité psychologique croissante. Les rituels devinrent de plus en plus élaborés et exigeants, nécessitant des participants spécifiques, choisis selon des critères changeants, souvent dictés par les caprices personnels et les délires paranoïaques de Blackwood. En 1928, les écrits révélaient que Blackwood avait recruté un petit groupe de fidèles prêts à participer à ces cérémonies. Ce groupe incluait déjà plusieurs noms de familles, qui seraient plus tard impliqués dans la Société de préservation historique de Whitmore, les Thornton, les Carr, les Weatherby et d'autres.
Les entrées les plus horrifiantes décrivaient ce que Blackwood appelait le sacrifice ultime. Des cérémonies censées assurer la protection de la communauté, mais impliquant clairement le meurtre de familles entières. La première de ces cérémonies eut lieu en octobre 1930 et concerna la famille Morrison, récemment arrivée à Ashworth depuis l'Écosse. La description de leur mort était clinique, presque administrative, comme s'ils consignaient un rite religieux banal plutôt qu'un massacre. L'analyse de Henley mit en évidence un schéma constant répété pendant des décennies. Tous les quelques années, Blackwood, puis Whitmore, sélectionnaient une famille pour ce qu'ils appelaient une élévation spirituelle. Le processus de sélection ciblait des familles nouvelles dans la communauté ou socialement isolées, dont la disparition attirerait peu l'attention extérieure. Après les Morrison en 1930, vinrent les Hartwell en 1933, les Spencer en 1936 et les Dunbar en 1939. Chaque disparition était soigneusement mise en scène pour paraître volontaire. Les biens étaient discrètement éliminés, les cottages reloués, et toute question était étouffée par l'affirmation que la famille avait émigré ou déménagé. La mort de Blackwood en 1942 interrompit temporairement ce cycle, mais l'arrivée du révérend Whitmore en 1943 marqua le début d'une nouvelle phase. Les écrits de Whitmore, apparaissant dans le journal caché à partir de 1945, montrèrent qu'il avait découvert l'œuvre de son prédécesseur avec horreur. Cependant, en l'espace de quelques mois, il en vint à se convaincre que les actes de Blackwood étaient spirituellement justifiés. Le processus de rationalisation de Whitmore était consigné avec une précision troublante. Il écrivait à propos de séances de prière et de méditation dans la chambre souterraine, au cours desquelles il affirmait recevoir une guidance divine, l'encourageant à poursuivre l'œuvre de Blackwood. Il interprétait des coïncidences et des événements naturels comme des signes prouvant que les meurtres avaient réellement protégé la communauté de catastrophes qui l'auraient autrement frappé. Dès 1947, Whitmore reprit les meurtres rituels en choisissant la famille Fletcher comme première victime. Ses écrits montraient qu'il avait perfectionné les méthodes de Blackwood, développant des techniques plus sophistiquées de manipulation psychologique et de diversion communautaire. Whitmore comprenait que la clé du maintien de la conspiration résidait dans la conviction sincère des participants qu'ils prenaient part à des pratiques spirituelles bénéfiques et non à des meurtres. Les familles disparues sous la direction de Whitmore comprenaient les Ashford en 1950, les Kelly en 1953, les Bradford en 1956, les Hawkins en 1959 et les Patterson en 1962. Chaque disparition était précédée de mois de préparation psychologique, la famille sélectionnée étant progressivement intégrée à la Société de préservation historique et convaincue qu'elle avait été choisie pour une mission spirituelle particulière. Les journaux de Whitmore révélèrent des techniques de manipulation psychologique d'une grande sophistication, expliquant comment il avait réussi à persuader des personnes instruites et rationnelles de participer à leur propre mort. Le processus commençait par le recrutement au sein de la société, qui menait réellement des recherches académiques sur les traditions et le folklore locaux. Cette base de légitimité rendait crédibles les affirmations ultérieures du groupe. Les nouveaux membres passaient des mois, voire des années, à participer à des activités inoffensives, conférences, projets de recherche, célébrations saisonnières authentiques. Durant cette période, Whitmore évaluait soigneusement les vulnérabilités psychologiques de chacun et leur susceptibilité à l'influence. Seuls ceux présentant la combinaison adéquate de curiosité intellectuelle, de quête spirituelle et d'isolement social étaient invités à s'impliquer davantage. La transition entre recherche académique et participation active au rituel était progressive et méticuleusement contrôlée. Whitmore introduisait des concepts de plus en plus ésotériques, toujours présentés comme historiquement fondés et spirituellement éclairants. Les membres exprimant des doutes étaient subtilement écartés, tandis que ceux qui adhéraient pleinement étaient conviés à des pratiques plus avancées. La chambre souterraine jouait un rôle crucial dans ce processus de manipulation. Whitmore avait compris que son acoustique particulière, combinée à l'effet psychologique d'un lieu ancien et dissimulé, rendait les participants plus sensibles à la suggestion et à la pression du groupe. La pièce était volontairement maintenue froide et faiblement éclairée, des conditions connues pour induire des états modifiés de conscience, même sans substance chimique. Whitmore recourait également à ce qu'il appelait la préparation spirituelle, des périodes de jeûne, de méditation et d'isolement
destiné à affaiblir l'esprit critique des participants et à renforcer leur dépendance émotionnelle et spirituelle envers le groupe. Au moment où une famille était choisie pour la cérémonie des récoltes, elle était si profondément conditionnée qu'elle croyait sincèrement participer à un rituel sacré destiné à bénéficier non seulement à elle-même, mais à toute la communauté. Les écrits d'Elellanena Higgins montraient ce processus à l'œuvre. Sa transformation de chercheuse curieuse en croyante fanatique s'était déroulée sur 18 mois de manipulation soigneuse. Whitmore avait exploité ses intérêts intellectuels, sa quête spirituelle et son désir de se sentir spécial et élu. En octobre 1965, Elellanena était si convaincue de la justesse de son chemin qu'elle était devenue une fervente partisane de la participation de sa propre famille à la cérémonie. Les dernières entrées du journal d'Elellanena et du registre secret de Whitmore offraient un récit détaillé des événements qui avaient conduit au meurtre de la famille Higgins. La cérémonie avait été préparée pendant des mois, avec des préparatifs minutieux incluant non seulement des éléments rituels, mais aussi des considérations pratiques, telles que la manière de disposer des corps et d'expliquer la disparition de la famille à la communauté. La dernière entrée d'Elellanena, datée du 30 octobre, révélait sa soumission psychologique totale à la manipulation de Whitmore. Elle y écrivait son exaltation d'avoir été choisie pour une élévation spirituelle et sa gratitude pour l'opportunité de servir la communauté d'une manière aussi profonde. Elle n'exprimait qu'une seule inquiétude: la réticence de Thomas à embrasser pleinement l'expérience, mais notait que le révérend Whitmore l'avait assuré que les doutes de Thomas seraient dissipés au cours de la cérémonie elle-même. Le récit de Whitmore concernant le 31 octobre était clinique et détaillé, décrivant la logistique du meurtre avec la même précision méthodique qui caractérisait toutes ses activités. La cérémonie avait commencé à 23 heures, lorsque la famille Higgins et 6 autres membres de la Société de préservation historique s'étaient réunis dans la chambre souterraine. Les autres participants comprenaient le Dr Carr, Madame Thornton, Madame Weatherby, Monsieur Crawford, et 2 autres personnes dont Henley reconnut les noms comme étant ceux de membres respectés de la communauté. Le rituel avait été conçu pour vaincre progressivement toute résistance de Thomas ou des enfants. Il débuta par des éléments familiers: chants, lumière des bougies et préparation à base de plantes que la famille avait déjà connues lors de réunions précédentes. Cependant, à mesure que la cérémonie avançait, ces éléments familiers furent combinés à une pression psychologique intense et à ce que Whitmore appelait par euphémisme des substances spirituelles, des drogues ajoutées au vin consommé par les participants. La résistance de Thomas avait été anticipée et planifiée. Lorsqu'il tenta de quitter la chambre avec ses enfants, il découvrit que les autres participants étaient prêts à l'en empêcher par la force. Les enfants, déjà désorientés par les drogues et par la nature traumatisante de la situation, étaient incapables de comprendre ce qui se passait ou d'opposer une résistance efficace. Le récit de Whitmore concernant les meurtres eux-mêmes était bref et factuel. La famille avait été tuée selon des méthodes qu'il prétendait issues de pratiques sacrificielles anciennes, mais qui n'étaient en réalité que des techniques de meurtre efficaces. Les corps furent éliminés dans un réseau complexe de grottes naturelles s'étendant sous l'église, des cavernes utilisées à cette fin depuis des décennies. Les journaux révélaient que le meurtre de la famille Higgins avait été suivi d'une dissimulation soigneusement orchestrée impliquant la majorité des figures d'autorité du village. Le docteur Carr avait préparé de faux dossiers médicaux suggérant que la famille souffrait d'une maladie contagieuse, les obligeant à quitter immédiatement le village. Madame Thornton avait fait circuler des rumeurs selon lesquelles Thomas avait reçu une offre d'emploi dans un autre comté nécessitant un déménagement immédiat. Les biens personnels de la famille avaient été systématiquement éliminés, les objets de valeur redistribués entre les membres de la Société de préservation historique, le reste détruit ou enterré. Le cottage avait été nettoyé en profondeur afin d'effacer toute trace des derniers jours de la famille, et en moins d'une semaine, il avait été loué à une nouvelle famille, à qui l'on avait affirmé que les anciens occupants avaient émigré au Canada. L'enquête du sergent Henley avait été délibérément entravée par des membres de la communauté fournissant de fausses informations ou refusant simplement de coopérer. Lorsqu'il posait des questions précises sur la Société de préservation historique, on lui donnait des réponses trompeuses, destinées à présenter le groupe comme inoffensif et purement académique. Plusieurs témoins mentirent ouvertement sur leur connaissance des activités de la famille dans les semaines précédant sa disparition.
La conspiration s'étendait bien au-delà des participants actifs au meurtre, incluant des habitants qui soupçonnèrent la vérité, mais choisirent de garder le silence, plutôt que d'affronter l'horreur tapie au cœur de leur communauté. Les journaux révélaient que plusieurs villageois avaient exprimé en privé des inquiétudes concernant la répétition des disparitions au fil des années, mais avaient été réduits au silence par la pression sociale et la peur. Alors même que l'on pensait avoir compris toute l'ampleur de l'horreur d'Ashworth, l'enquête du sergent Henley allait mettre au jour des preuves révélant une vérité encore plus troublante sur la complicité de la communauté dans des décennies de meurtres. Armé de preuves accablantes, issues des journaux et des éléments matériels découverts dans la chambre souterraine, Henley fut confronté à la tâche redoutable de démanteler une conspiration impliquant certains des membres les plus respectés d'Ashworth. Son enquête révéla qu'au moins 12 personnes avaient une connaissance directe des meurtres, et que des dizaines d'autres avaient joué divers rôles dans les dissimulations qui avaient protégé les assassins pendant des décennies. La première arrestation de Henley fut celle du docteur Edmund Carr, dont les dossiers médicaux et les journaux documentaient clairement sa participation à plusieurs meurtres. Confronté aux preuves, le docteur Carr tenta d'abord de clamer son innocence, affirmant que les journaux n'étaient que des fictions élaborées par des individus perturbés. Mais face aux preuves matérielles, le reliant à la chambre souterraine et aux témoignages d'autres habitants, sa résistance s'effondra. La confession du docteur Carr apporta des éclaircissements essentiels sur les mécanismes psychologiques ayant permis à la conspiration de perdurer si longtemps. Il révéla que de nombreux participants s'étaient convaincus qu'ils ne commettaient pas des meurtres, mais facilitaient une transformation spirituelle permettant aux victimes de transcender l'existence physique ordinaire. Cette auto-illusion élaborée était indispensable pour maintenir la cohésion du groupe et empêcher l'apparition de culpabilité ou de remords, susceptibles de conduire à des aveux. Madame Margaret Thornton se montra plus résistante lors des interrogatoires, soutenant pendant plusieurs jours que la Société de préservation historique s'était entièrement consacrée à des recherches académiques légitimes. Cependant, la découverte par Henley de preuves supplémentaires dans son cottage, notamment des objets personnels appartenant à plusieurs familles assassinées, la contraignit finalement à reconnaître son rôle dans la conspiration. Sa confession révéla à quel point les meurtres avaient été intégrés à la structure sociale et économique de la communauté. Les biens des familles assassinées avaient été redistribués entre les conspirateurs, leurs cottages loués ou vendus pour financer les activités du groupe, et les disparitions utilisées pour éliminer des familles jugées indésirables ou perturbatrices. L'arrestation du révérend Whitmore fut la plus spectaculaire et la plus révélatrice. Lorsque Henley arriva au presbytère muni d'un mandat, il trouva le vicaire dans son bureau, entouré de documents qu'il tentait de détruire. Whitmore s'attendait manifestement à être arrêté et avait passé les jours précédents à tenter d'effacer les preuves de ses crimes. Son état psychologique s'était toutefois fortement détérioré depuis les meurtres des Higgins. Les journaux faisaient état d'une paranoïa croissante et de délires de grandeur au cours de ces derniers mois, et au moment de son arrestation, il souffrait clairement d'un effondrement mental sévère. Ses premières déclarations à Henley étaient confuses et incohérentes, truffées de références à des ordres divins et à des obligations spirituelles totalement déconnectées de la réalité. Le procès des conspirateurs d'Ashworth, qui se tint à la cour d'assises de York au printemps 1966, attira l'attention nationale et révéla des détails de l'affaire qui choquèrent même les observateurs les plus aguerris du monde criminel. Les preuves présentées dressaient le tableau de meurtres systématiques et d'une complicité communautaire généralisée, remettant en question des conceptions fondamentales de la nature humaine et de l'organisation sociale. L'accusation s'appuya sur les journaux, les preuves matérielles issues de la chambre souterraine et les témoignages d'habitants progressivement amenés à rompre le silence. L'ampleur de la conspiration apparut clairement lorsque témoin après témoin reconnut divers degrés de connaissance des meurtres, allant de la participation directe à l'ignorance volontaire de signes pourtant évidents. Le témoignage du docteur Carr fut particulièrement accablant pour les autres accusés. Son récit détaillé des techniques de manipulation psychologique employées par le père Blackwood, puis par le révérend Whitmore, montra comment des personnes instruites et rationnelles avaient été progressivement conditionnées à participer à des actes qu'elles auraient normalement jugés abjects. Le processus avait été si graduel et soigneusement orchestré que nombre d'entre elles croyaient sincèrement servir une cause noble, même en commettant des crimes monstrueux. Le procès révéla également les motivations économiques qui avaient soutenu la conspiration
aux côtés de ces justifications pseudo-religieuses. Les familles assassinées étaient le plus souvent propriétaires de biens, lesquels avaient été absorbés par les membres de la conspiration après leur mort. Le choix des victimes n'était pas uniquement guidé par des considérations spirituelles, mais aussi par des facteurs pratiques, tels que la valeur des propriétés et les lois sur l'héritage. Le témoignage de Madame Thornton éclaira le rôle joué par la pression sociale et les dynamiques communautaires dans le maintien de la conspiration. Elle décrivit comment toute dissidence ou remise en question était systématiquement découragée par l'ostracisme, des pressions économiques et des menaces à peine voilées. Les membres de la communauté qui exprimaient des doutes sur les disparitions se retrouvaient exclus de la vie sociale, privés de services et victimes de rumeurs nuisant à leur réputation et à leurs moyens de subsistance. Le révérend Whitmore fut le prévenu le plus difficile à poursuivre en raison de la dégradation avancée de son état mental. Les psychiatres mandatés par le tribunal déterminèrent qu'il souffrait de troubles délirants sévères, probablement présents depuis des années avant la découverte de ses crimes. Toutefois, les preuves démontraient clairement que ces délires ne l'avaient pas empêché de planifier et d'exécuter des activités criminelles complexes avec une grande habileté et une réelle préméditation. À mesure que le procès avançait, l'ampleur réelle des meurtres d'Ashworth apparut au grand jour. Les experts médico-légaux travaillant dans le réseau de grottes sous l'église Sainte-Marie mirent au jour les restes de 17 familles, soit 63 personnes assassinées sur une période de 35 ans. Les victimes allèrent de nourrissons à des grands-parents âgés, des lignées familiales entières ayant été anéanties par la conspiration. Les analyses révélèrent que les meurtres avaient été commis selon différentes méthodes, en fonction des préférences de la direction à chaque époque. Le père Blackwood privilégiait des techniques qu'il prétendait inspirées de sacrifices anciens, tandis que le révérend Whitmore avait mis au point des méthodes plus efficaces, réduisant les risques de détection et facilitant la disparition des corps. De nombreuses victimes présentaient des signes d'administration de drogues avant leur mort, corroborant les témoignages concernant l'usage de substances destinées à réduire la résistance. Les restes des enfants furent particulièrement bouleversants, révélant des signes de terreur prolongés, suggérant qu'ils avaient de conscience de leur sort avant d'être tués. L'enquête montra également que la conspiration dépassait le cadre d'Ashworth, impliquant des contacts dans d'autres communautés du Yorkshire. Plusieurs disparitions suspectes survenues dans des villages voisins durant la même période présentèrent des schémas similaires, laissant penser que le groupe d'Ashworth faisait partie d'un réseau criminel plus vaste, opérant sous couvert de recherches religieuses ou historiques. La révélation de la conspiration eut des effets psychologiques profonds sur les membres survivants de la communauté, dont beaucoup avaient vécu pendant des décennies avec la connaissance, ou au moins le soupçon, des meurtres sans intervenir pour y mettre fin. Les témoignages au procès mirent en lumière un enchevêtrement complexe de peur, de complicité et d'auto-illusion, ayant permis au crime de se poursuivre si longtemps. De nombreux habitants déclarèrent avoir ressenti pendant des années un sentiment persistant de culpabilité et de honte après la fin du procès. La découverte que des figures respectées de la communauté avaient été des meurtriers systématiques détruisit la confiance de nombreux habitants dans leur capacité à juger les autres et à faire confiance aux autorités. L'impact psychologique fut particulièrement sévère pour les enfants et les jeunes adultes ayant grandi à Ashworth durant la période des crimes. Beaucoup se sentirent trahis par des adultes qu'ils avaient respectés, et certains eurent besoin d'une thérapie prolongée pour surmonter leur traumatisme. Plusieurs développèrent des symptômes correspondant à ce qui serait plus tard identifié comme un trouble de stress post-traumatique. L'affaire d'Ashworth mit également en évidence de graves défaillances institutionnelles. Les autorités avaient reçu, au fil des années, des signalements concernant des disparitions suspectes, sans mener d'enquêtes approfondies, ni relier les indices entre eux. La supervision de l'Église d'Angleterre sur les paroisses rurales s'avéra insuffisante pour détecter et empêcher les activités criminelles ayant prospéré sous Blackwood et Whitmore. Cette affaire entraîna d'importantes réformes dans les procédures de contrôle ecclésiastique et dans la sélection des membres du clergé. Les forces de l'ordre local avaient elles aussi failli à reconnaître des schémas qui auraient dû déclencher des investigations plus poussées. La tendance à considérer les disparitions comme des départs volontaires, surtout en milieu rural, permit aux conspirateurs d'agir en toute impunité. L'affaire conduisit à l'adoption de nouveaux protocoles pour les enquêtes sur les personnes disparues et à une meilleure coordination entre juridictions policières. Les systèmes médicaux et sociaux n'avaient pas davantage protégé les victimes potentielles.
Le double rôle du docteur Carr, à la fois médecin du village et membre de la conspiration, lui avait permis de falsifier des dossiers médicaux et de fournir de faux documents soutenant les récits de couverture. Cette révélation mena à l'instauration d'exigences de vérification médicale indépendante dans les cas de départs familiaux soudains ou de maladies inexpliquées. Les procédures judiciaires contre les conspirateurs d'Ashworth s'achevèrent à l'automne 1966 par la condamnation de tous les accusés jugés mentalement aptes. Le révérend Whitmore fut reconnu coupable, mais pénalement irresponsable partiel, et condamné à un internement à durée indéterminée dans un établissement psychiatrique sécurisé. Le docteur Carr, Madame Thornton et 4 autres conspirateurs furent condamnés à la réclusion à perpétuité. D'autres membres de la communauté reçurent des peines plus légères pour leur participation aux dissimulations et leur omission de signaler les crimes. Les biens financiers des condamnés furent saisis afin d'indemniser les familles des victimes ayant des proches en dehors d'Ashworth. Toutefois, nombre de familles assassinées avaient été choisies précisément parce qu'elles n'avaient pas de liens extérieurs, rendant impossible l'identification d'héritiers. L'exposition de la conspiration et les procès qui s'ensuivirent détruisirent pratiquement Ashworth en tant que communauté vivante. La majorité des habitants non impliqués quittèrent le village. Les valeurs immobilières s'effondrèrent, les commerces fermèrent, et le village, vieux de plusieurs siècles, se vida en quelques mois. L'église Sainte-Marie fut officiellement désacralisée puis démolie, la chambre souterraine scellée sous du béton et recouverte de terre. Les cottages associés aux familles assassinées furent progressivement abandonnés, devenus invendables. Le cottage des Higgins resta vide pendant des années, avant d'être démoli au début des années 1970. L'école du village ferma faute d'élèves, tout comme le bureau de poste où travaillait Thomas Higgins. En 1970, moins de 50 personnes vivaient encore dans ce qui avait autrefois été une communauté florissante de 300 habitants. Le village survivant n'avait plus rien à voir avec la communauté soudée qu'il avait été avant la révélation de la conspiration. Les infrastructures physiques d'Ashworth se dégradèrent progressivement, l'entretien devenant économiquement impossible. Les routes se couvrirent de nids de poules jamais réparés. Les bâtiments tombèrent en ruine, et les jardins autrefois soigneusement entretenus, ainsi que les espaces publics furent envahis par la végétation. Le village, qui avait autrefois incarné le modèle même de la vie communautaire rurale anglaise, devint une ville fantôme, rappel permanent de l'horreur qui s'y était développée. L'affaire d'Ashworth eut des répercussions bien au-delà de la communauté immédiate où les crimes avaient été commis. Elle devint un sujet d'étude académique pour les criminologues, les psychologues et les sociologues, cherchant à comprendre comment des meurtres systématiques avaient pu se maintenir pendant des décennies au sein d'une petite communauté apparemment normale. L'affaire remit en cause des hypothèses fondamentales sur la nature humaine et l'organisation sociale. La révélation que des personnes ordinaires pouvaient être progressivement conditionnées à participer à des massacres obligea les experts à reconsidérer leur compréhension des mécanismes par lesquels les atrocités naissent et perdurent. La conspiration d'Ashworth démontra que le mal pouvait prospérer non seulement sous des régimes totalitaires ou en période de guerre, mais aussi au cœur de sociétés démocratiques paisibles, lorsque certaines conditions psychologiques et sociales étaient réunies. Les aspects religieux de l'affaire suscitèrent de vastes débats au sein de diverses communautés de foi sur les dangers de l'autorité spirituelle et la nécessité d'une réelle responsabilité au sein des organisations religieuses. Le fait que les 2 principaux auteurs aient été des membres ordonnés du clergé, utilisant leur position pour manipuler et assassiner leurs paroissiens, mit en lumière des vulnérabilités des structures religieuses traditionnelles, jusque-là peu examinées. L'affaire contribua également à une prise de conscience croissante des techniques psychologiques pouvant être utilisées pour manipuler des individus et des groupes. La documentation détaillée montrant comment des personnes normales et rationnelles avaient été peu à peu transformées en complices de meurtres fournit des enseignements précieux sur les processus de radicalisation et de contrôle social qui nourrirent par la suite les recherches sur les dérives sectaires, le terrorisme et d'autres formes d'extrémisme. Ce mystère nous montre à quel point des communautés peuvent être facilement trompées et corrompues par ceux qui prétendent agir au nom de la tradition ou d'un but supérieur. La famille Higgins, comme tant d'autres avant elle, faisait confiance à ses voisins, à son église et à ses dirigeants communautaires, sans jamais soupçonner que sous la surface de leur village tranquille se cachait un réseau de meurtres et de tromperies opérant depuis des décennies.
L'aspect le plus terrifiant de la conspiration d'Ashworth n'était pas tant les meurtres eux-mêmes que la manière dont une communauté entière avait été progressivement conditionnée à accepter et à participer à des actes qui auraient normalement été reconnus comme manifestement immoraux. Le processus avait été si lent et soigneusement orchestré que de nombreux participants croyaient sincèrement servir une cause noble, même en commettant ou en facilitant des crimes atroces. Cette affaire démontre l'importance de remettre en question l'autorité, de maintenir des liens avec le monde extérieur et de refuser d'accepter des explications qui ne résistent pas à l'analyse rationnelle, aussi prestigieuses ou dignes de confiance que puissent paraître leurs sources. Elle montre comment l'isolement, à la fois géographique et social, peut créer des conditions propices à la prolifération d'idées et de pratiques dangereuses, à l'abri de tout regard critique. Plus importante encore, l'affaire d'Ashworth nous rappelle que les pires horreurs ne proviennent pas toujours de monstres évidents, mais de la corruption de personnes ordinaires qui se perdent dans les ténèbres du fanatisme, de la cupidité et de la loyauté mal placée. La tragédie de la famille Higgins demeure un avertissement permanent contre les dangers de l'abandon de l'esprit critique au profit de dirigeants charismatiques prétendant détenir un savoir ou une autorité exceptionnelle. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous qu'un tel scénario pourrait réellement se produire dans une petite communauté soudée? Pensez-vous que des gens ordinaires puissent être progressivement manipulés jusqu'à participer à des crimes aussi horribles? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire glaçante vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères sombres de ce genre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les récits de True Crime, explorant les aspects les plus sombres de la nature humaine. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que les monstres les plus terrifiants se cachent souvent derrière les façades les plus respectables et que notre meilleure protection contre ce mal réside dans notre volonté de poser des questions difficiles et de refuser les mensonges réconfortants.